Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire immobilier de rentrée. On est ravis de vous accueillir. Alors ce matin, comme on a l'habitude de le faire, nos intervenants seront Béatrice Gage, que vous connaissez tous, qui est directrice de la recherche et de l'innovation, qui aura une approche aujourd'hui plus particulièrement directement avec l'angle immobilier, mais elle fera bien sûr des liens avec la macro. Et interviendra ensuite Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, que vous connaissez également, et qui nous donnera son point de vue plutôt marché. Donc ce webinaire, on l'a construit ensemble avec l'équipe et avec Béatrice et Fabrice pour qu'ils répondent pardon, le mieux possible à vos attentes par rapport aux différents échanges que l'on peut avoir ensemble, et notamment que l'on a eu ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc sur le déroulé, on a l'objectif de tenir 1 heure, donc maximum. Donc à 10 heures, on vous quittera. Les interventions de Béatrice et de Fabrice vont se succéder et on a prévu un temps de questions-réponses à la fin. Et à tout moment pendant le webinaire, vous pouvez poser votre question dans le chat ou vous pourrez en levant la main, en bas à droite, vous avez un petit signe, intervenir oralement pour plus d'interactivité. Je crois que j'ai tout dit et si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, évidemment, on reviendra vers vous ultérieurement. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Béatrice. Béatrice, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Merci Christelle pour cette introduction. Donc après les tensions et nouvelles sur le front monétaire, le titre était quelles sont les perspectives pour l'immobilier et quelles stratégies à décliner. Donc ma présentation sera essentiellement focalisée sur l'immobilier comme l'a expliqué Christelle et plus particulièrement sur les différentes métriques, signaux forts ou faibles, pour prendre finalement le pouls des marchés au niveau européen et situer la France par rapport à ses pairs. Alors, dans une seconde partie, Fabrice passera en revue les différents marchés et les stratégies à décliner. Alors, slide suivante, Christelle, s'il te plaît. Voilà. Néanmoins, j'aimerais faire quelques remarques préliminaires, puisqu'au-delà des observations qu'on peut avoir, les analyses pour faire un diagnostic reposent toujours sur des indicateurs monétaires, financiers et économiques, tels que ceux que j'ai l'habitude de présenter en fil rouge. Alors, la première remarque est la hausse continue des US Treasuries américains durant l'été. Cette hausse a conduit à une forme de mini-crack qui est passée finalement, somme toute, inaperçue. Nous étions probablement tous sur la plage. Bien évidemment, cette hausse s'est diffusée au taux européen et a impacté les primes de risque d'une vingtaine de points de base en moyenne. Donc, c'est une remarque importante pour les valorisations et les indices de contribution de manière générale et en particulier en immobilier. Alors, la seconde remarque porte sur le rythme de croissance dans la zone euro. La croissance a été nulle en Allemagne et la zone euro est techniquement en récession. Une remarque importante cette fois pour le risque de crédit des locataires en 2023 et 2024. Donc après, finalement, l'aspect rendement en capital, c'est l'aspect rendement locatif qui pourrait être impacté, puisque finalement la croissance escomptée en zone euro serait faible cette année et aussi en 2024. Alors, bien entendu, c'est la conséquence de la hausse des taux directeurs initiée depuis juillet 2022 qui impacte les moteurs de la demande. Je rappelle que le taux de dépôt de la BCE a haussé de 425 points de base et il est aujourd'hui à 3,75%. C'est la séquence de hausse finalement la plus rapide et la plus violente qu'on ait jamais vue en zone euro. Alors, qui dit risque de crédit des locataires en immobilier, dit aussi risque de hausse des taux de défaillance pour finalement tous les acteurs, pas seulement en immobilier, et aussi les structures à fort effet de levier dans les prochains mois, ce qui veut dire que l'environnement restera fragile de manière globale, mais aussi en immobilier. Alors, la troisième remarque est la faiblesse escomptée de la croissance chinoise. La Chine a été vecteur d'une croissance mondiale depuis ces 20 dernières années, mais finalement, les différents chocs internes, dont la crise de l'immobilier et la contraction de la demande interne, font que la Chine ne sera plus en régime de croisière tel qu'on l'a connu depuis la crise sanitaire et par effet de bord, cela va peser sur la croissance mondiale, la zone euro en particulier et le secteur manufacturier allemand
avec un impact, bien entendu, important sur l'immobilier allemand notamment. Alors, dernière remarque, c'est la régionalisation des échanges dont on a parlé, je pense, le 24 janvier 2023, lors d'un lunch séminaire tous ensemble avec Fabrice Lombardo, Christelle et nos amis des Securities depuis la crise sanitaire, et on avait parlé d'un risque de dédollarisation du commerce international. À moyen terme, un tel scénario de dédollarisation aurait un risque finalement d'impact sur les taux longs américains, avec un effet mécanique sur les taux longs en euros. Donc, ceci serait tiré vers le haut, pénalisant finalement les actifs à duration longue, dont l'immobilier. Donc, c'est un risque, je le souligne. La courbe de structure des taux, finalement, qui est inversée, pourrait quelque part se rétablir par une hausse des taux longs, ce qui évidemment serait dommageable pour les actifs réels et l'immobilier. Voilà, donc pour faire le lien entre la diffusion américain taux euro et structure de courbe des taux inversés telle qu'on la connaît aujourd'hui et le rétablissement par une hausse finalement des taux longs. Alors, une remarque sur l'inflation courante qui a ralenti, sauf que l'inflation sous-jacente aux États-Unis et en zone euro reste relativement élevée à hauteur de 5%. En revanche, les indicateurs avancés de la Banque centrale, alors là je parlais de l'inflation sous-jacente, 5%, les indicateurs avancés de la Banque centrale, notamment sur l'inflation sous-jacente qui tient compte des différents pays européens, c'est une inflation, on appelle ça le PCCI index, elle a fortement ralenti et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, si la hausse des salaires est en moyenne de 5% dans la zone euro, celle du salaire minimum est de 8%. Et donc, c'est une remarque qui permet de comprendre finalement les conclusions tirées à Jackson Hole, la messe des banquiers centraux à la fin du mois d'août. On l'a compris, côté Fed et côté Banque centrale, côté Bank of England, la détermination est pleine et entière pour lutter contre l'inflation. Il est bien évident que le chiffre de l'inflation américaine attendu demain sera scruté et la réunion de la Banque centrale jeudi sera décryptée aussi pour en inférer une trajectoire sur les taux de capitalisation et sur leur volatilité. Donc tout cela pour planter le décor avant de balayer les différents indicateurs immobiliers, donc qu'ils soient associés aux valeurs d'expertise, aux valeurs de contribution ou au prix de la liquidité. Et on peut enfin, maintenant que le décor est planté, passer à la slide suivante. Merci Christelle. Alors, cette première slide permet d'observer la baisse des rendements en capital, tous segments confondus, liés à l'effet de valorisation de tous les fonds immobiliers d'un côté tels qu'ils sont suivis par MSCI, et cela de manière pan-européenne au premier trimestre. Alors, le phénomène de baisse des rendements en capital sur un an en rouge, on le voit, il a été généralisé. La récente publication des indices des fonds pan-européens de MSCI, donc sur un échantillon donc plus réduit cette fois-ci de 20 fonds pan-européens qui a été publié la semaine dernière, suggère que l'ajustement observé au premier trimestre s'est poursuivi de manière quasi homothétique. Et ce qu'on peut dire, c'est que la hiérarchie telle qu'elle est présentée ici n'a pas fondamentalement basculé. Alors, comme je le note à droite, il s'agit des baisses de valeur par pays, tous secteurs confondus, alors que de grandes disparités peuvent exister entre le bureau et la logistique et bien entendu par sous-segment géographique. Donc, la hiérarchie des valeurs telle qu'on l'observe sur ce graphique permet de dessiner trois sous-groupes. Le premier groupe, ce sont les pays ou marchés dits les plus volatiles, donc où il y a une relative liquidité en général, dont la Suède et le Royaume-Uni, le Benelux, où déjà au premier trimestre, les baisses de valeur finalement étaient supérieures à 10% sur un an. Il y a un deuxième groupe, et là je vais uniquement pointer sur la France et l'Allemagne, où les baisses de valeur étaient comprises entre 8 et 10%. Et il y a un troisième groupe où les baisses de valeur, telles qu'elles sont présentées par MSCI, ne sont pas significatives, mais là, en raison d'un effet d'échantillonnage, et je parle essentiellement de l'Espagne et de l'Italie. Alors, autre remarque, le positionnement de la France par rapport à l'Allemagne est en ligne avec des anticipations qu'on avait faites, et plus particulièrement avec ce qu'on avait observé lors de la crise financière globale en 2008. C'est que la France décale plus que l'Allemagne en termes de valeur d'expertise telle que présentée par MSCI, et on sait qu'on a des différences de valeur expertise entre la France qui colle au Red Book et l'Allemagne qui ne colle pas systématiquement au Red Book. Ça dépend finalement de la politique des fonds en Allemagne, qu'ils soient fonds allemands ou fonds internationaux. Donc, cette remarque est pertinente et on développera ce point si vous avez des questions. Alors, au deuxième trimestre, les données suggèrent que la baisse des rendements en capital, donc ça c'est important, puisque je suis allée regarder les données, a été de 15% pour la France et de 14% pour l'Allemagne.
Donc, c'est la première fois que la France et l'Allemagne sont au coude à coude. Ça s'était jamais vu auparavant. L'Allemagne décalait de moitié moins que la France. Donc là, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose en Allemagne et que finalement, les experts ont corrigé les valeurs. Alors évidemment, ça mérite d'être souligné par rapport aux différents indicateurs qui seront présentés par la suite et par rapport au diagnostic qu'on peut avoir sur les stratégies à décliner. Slide suivante, Christelle. Merci beaucoup. Donc, à présent, une analyse comparée de la baisse des rendements en capital dans le secteur de la logistique et de l'industriel à gauche et le secteur des bureaux à droite à fin 2022. Alors, j'ai laissé ces graphiques en bleu parce que j'ai fait une présentation à l'UEIF et donc je me suis dit que c'était normal qu'a priori, on vous dise qu'on présente de temps en temps certains de nos travaux sur des scènes extérieures. Alors, dans le secteur de la logistique à gauche, sans surprise, la baisse en fin d'année passée a été la plus prononcée au Royaume-Uni, marché beaucoup plus tactique que ses pairs en Europe continentale d'une manière générale, et encore plus sur le segment de la logistique. En fin d'année passée, l'Allemagne sur le segment logistique avait décalé plus que la France, ce que ne montrait pas l'indice global qu'on a vu sur la slide antérieure, et ce n'était pas le cas suite à l'effet Lehman en 2008, comme on peut le voir ici, et à la récession de 2009. Ça aussi, c'est important. Premier décalage sur la logistique, mais on comprend pourquoi, puisque l'Allemagne est très exposée à la logistique. Alors, les dernières données, notamment sur des fonds pan-européens, un échantillon de 20 fonds non cotés suivis par MSCI, donc tel que je les ai évoqués là quand j'ai parlé des moins 14, moins 15% entre la France et l'Allemagne de niveau agrégé. Donc, en regardant par sous-classe, finalement, ces dernières données donc, sur cet échantillon de 20 fonds pan-européens suggèrent que la baisse des rendements en capital dans le secteur logistique pour l'Allemagne est de moins 17%, donc en juin 2023 par rapport à juin 2022, et idem pour la France. Donc, ces moyennes occultent de grandes dispersions de baisse de valeur entre les actifs, bien entendu, mais aussi et surtout entre fonds, et notamment les fonds qui ont dû observer des ventes forcées, notamment des fonds britanniques ou des fonds américains. 10 fonds pan-européens, bien entendu, en fonction de leur allocation. Alors, pour le secteur des bureaux à droite, aucun des marchés, à part le Royaume-Uni et les États-Unis, n'avait observé de correction significative finalement des valeurs en fin d'année passée. Et au premier semestre 2023, en revanche, donc sur l'échantillon des 20 fonds pan-européens non cotés que je viens de mentionner, les rendements en capital ont accusé cette fois de fortes baisses à hauteur de 15% en France et de plus de 12% en Allemagne. Donc, dans le secteur des bureaux, là aussi, les dispersions des sous-performances sont plus élevées que dans le secteur de la logistique, l'exposition des marchés où les taux de vacances sont à 2 chiffres étant les plus pénalisés. Encore une fois, l'Allemagne et la France, là, sont au coude à coude, 15% de baisse de rendement capital bureau France sur un an, juin 2023, moins 12 en Allemagne. On n'avait, encore une fois, jamais vu ça. Alors, à titre de rappel, 25% du stock de la défense est vide depuis plus de 4 ans. Et les ordres de grandeur sont similaires, par exemple, en périphérie de Francfort. Donc, on comprend pourquoi, finalement, il y a eu ces baisses d'expertise sur des fonds pan-européens. Slide suivante, Christelle, si tu veux bien. Merci beaucoup. Alors, à présent, une analyse beaucoup moins standard, finalement, qui tente de réconcilier les expertises au sens des MSCI, les indices de contribution et les transactions telles qu'on les observe via des bases de données, quand on voit finalement des ventes qui ont lieu tout au long de l'année et en fait depuis le premier semestre, notamment sur les fonds pan-européens, qui ont dû liquider certaines positions. Donc, on le sait, les valeurs d'expertise sont systématiquement en retard par rapport aux transactions observées. Je l'ai dit en intro, là, sur les 2 slides, on a quand même une baisse des rendements en capital de moins 15% en moyenne, la France, l'Allemagne et sur d'autres pays. Bon. Finalement, dans un marché qui se retourne, le volume des transactions, il baisse drastiquement. Non pas Frédéric, mais Fabrice va vous le montrer. Et l'appariement entre acheteurs et vendeurs est un processus en général long, fonction des anticipations de taux des emprunts d'État et des nouveaux attributs des primes de risque. Aussi ici, j'ai essayé de calculer ce que j'appelle un prix de liquidité en fonction des différents marchés. C'est des techniques de méthode de prix hédonique, donc ça n'engage que moi. Mais ce prix de la liquidité serait finalement le calcul de la décote par rapport au point E avant le retournement du marché. On prend en compte ici des indices d'expertise, des indices de transaction et les transactions en tant que telles. Finalement, quand on sait
le prix auquel ces transactions ont eu lieu, et notamment pour les ventes forcées. Alors, l'important à noter ici est que j'ai essayé de calculer 3 prix de la liquidité. Donc, en rouge, l'échelle de gauche, un prix moyen de la liquidité par périmètre géographique ou national, en intégrant des marchés prime et secondaires. En rose, toujours sur l'échelle de gauche, le prix le plus élevé de la liquidité, essentiellement circonscrit aux marchés périphériques ou secondaires. Donc, si un fonds doit vendre un actif, par exemple, à la Défense, à Francfort ou en périphérie de Milan ou de Madrid. Et en rose pâle, le prix de la liquidité pour les segments de type prime. En noir, j'ai inscrit le taux de capitalisation estimé à fin juin 2023. Donc, encore une fois, c'est un exercice assez quantitatif, mais l'idée, c'était finalement d'avoir un exercice quantitatif pour comparer les différents marchés de bureaux prime en Europe. Donc, évidemment, je ne vais pas tout commenter. L'important à noter ici est qu'a priori, le prix de la liquidité pour les actifs prime bureau en Allemagne est supérieur à celui des actifs prime bureau en France. Donc, fin juin 2023 et on peut estimer fin août 2023. En revanche, le prix de la liquidité, cette fois-ci, pour les actifs secondaires, donc c'est le deuxième histogramme, est similaire en France et en Allemagne. Le prix de la liquidité moyenne pour les bureaux en Allemagne serait quant à lui supérieur à celui de la France en regard des marchés régionaux, donc c'est le premier histogramme, plus exposé à certaines industries et risques économiques inhérents et identifiés. Donc ça, c'est important puisque ce différentiel entre la France et l'Allemagne ne s'était jamais observé. Ce qu'on voit par rapport aux slides précédentes, c'est que en termes d'expertise, on est au coude à coude entre la France et l'Allemagne. OK. Peut-être que la France a un peu plus corrigé au niveau d'expertise que l'Allemagne, mais quand on essaie de calculer finalement un prix de la liquidité par rapport aux transactions associées, et bien finalement, le prix de la liquidité est plus important en Allemagne. Alors, il y a deux interprétations qui prévalent en ce moment selon les investisseurs ou les instances, par exemple le régulateur. Il y a effectivement, d'une manière générale, le fait que l'Allemagne a plus corrigé. Certains diront que l'Allemagne s'est ajustée plus rapidement que la France. Bon, moi, ce n'est pas mon point de vue. Ce que je pense, c'est que la France a été structurellement plus résiliente et elle est aussi structurellement plus résiliente économiquement. Elle est moins en risque et on le voit en termes des derniers indicateurs, notamment en termes de PIB, avec aussi des fonds, des véhicules en France qui n'ont pas les mêmes passifs et profils de risque. C'est-à-dire, quand je parle de profil de risque, en fonction des investisseurs dans les fonds. Donc, en fait, moi, je suis assez partisane de dire, c'est pas que l'Allemagne s'est ajustée plus rapidement que la France, c'est que la structure des passifs entre les fonds allemands ou entre les fonds pan-européens installés ou qui ont des actifs allemands et les fonds en France, finalement, n'ont pas les mêmes structures de passifs parce qu'il y a beaucoup plus de fonds étrangers finalement en Allemagne, des fonds internationaux qui ont dû faire à des ventes forcées, on le verra un peu plus tard. Voilà, des investisseurs institutionnels nécessitant du cash ou étant contraints de drastiquement et urgemment s'alléger en immobilier compte tenu de l'effet dénominateur observé en 2022 et j'ai en tête des investisseurs britanniques ou américains. Voilà, donc la France a été jusqu'à présent relativement résiliente, notamment en termes de liquidité via les volumes de transactions et Fabrice va développer ce point. Bien entendu, et ça c'est important, les effets de décollecte dans certains fonds grand public en France, en particulier des grandes capitalisations des véhicules non cotés, sont minutieusement suivis, bon, par nous, par le régulateur, car un nouvel ajustement pourrait s'opérer sur les marchés par ce biais. C'est un risque. Donc, en conclusion, ce graphique finalement a le mérite de montrer que les décotes et donc les opportunités, toutes géographies confondues, pour les investisseurs détenteurs de cash en Espagne, en Italie, en Irlande, en France éventuellement, seront relativement importantes. Le graphique en bas à gauche visualise finalement une clusterisation des décotes et en fait, il vient tout simplement démontrer la pertinence de l'analyse puisque j'avais présenté cette analyse pour la première fois à l'UIF en janvier 2023. Donc, on va passer plus rapidement aux autres slides, si tu veux bien, Christelle. Voilà. Merci beaucoup. Là, on va analyser les indices de contribution ou les taux de capitalisation prime en bureau et les primes de risque. Un tableau que j'ai déjà présenté dans le passé. L'idée est d'avoir une analyse comparée entre les 4 grands marchés de la zone euro sur le bureau prime. Donc, sur la première ligne, les taux d'emprunt d'État au 5 septembre dernier. Sur la deuxième ligne, les taux de capitalisation de bureau prime tels qu'ils sont exprimés
exprimé par différents brokers. J'ai matérialisé une forme d'intervalle de taux de capitalisation pour signifier le différentiel entre les brokers. On peut considérer que c'est un intervalle de confiance à 80%. Donc l'important à noter ici est que le taux prime, par exemple à Berlin, était de 2,60 avant la crise ukrainienne contre 2,80 à Paris et qu'aujourd'hui le taux prime semblerait supérieur à Berlin à Paris. Donc tous les brokers sont d'accord là-dessus. Alors sur la troisième ligne, on a un spread où l'écart donc entre le taux, enfin c'est spread égal entre guillemets le taux de capitalisation avec les emprunts d'État. Et sur la dernière ligne, j'ai calculé l'indexation anticipée qu'il faudrait à moyen terme pour justifier une prime de risque de 4%, qui est la moyenne de long terme, tout pays confondu, en me disant, voilà, si je suis investisseur, je veux la même prime de risque d'un marché à l'autre. Donc, les conclusions sont relativement immédiates. Pour l'Allemagne, il faudrait, pour le maintien de la prime de risque de 400 points de base, une inflation comprise entre 2,5 et 2,70 en moyenne, contre une inflation entre 3,35 et 3,50 pour la France. Bon, on est finalement sur des niveaux d'inflation moyens supérieurs à cela. Donc, a priori, il n'y aurait pas péril en la demeure, puisque ce calcul assez mécanique signifie que pour tout investisseur, la prime de risque est finalement conservée s'il y a cette anticipation d'une forte progression de l'indexation. Bon, mais ce serait une forte progression de l'indexation à moyen terme. Alors qu'on sait que finalement, la Banque centrale, elle, reste collée à son objectif de 2% de cible d'inflation, ce qui voudrait dire que finalement, si l'inflation doit être autour de 2%, ça voudrait dire qu'il y a des nouvelles compressions de taux de capitalisation à attendre de manière équivalente si l'indexation donc revient à sa cible. Donc en fait, c'est ça l'idée. On voit un peu où la trajectoire des taux de capitalisation va se poursuivre d'ici la fin de l'année. Enfin, j'ai mis en dernière remarque le fait qu'il était possible que certaines transactions observées en Allemagne, France, Italie, voire Espagne, associent des taux de capitalisation supérieurs à ce qui apparaissent en deuxième ligne avec des ventes forcées. Il est possible d'anticiper en moyenne une nouvelle baisse de 25 points de base d'ici la fin d'année par sous-marché. Je vais passer rapidement à la slide suivante. Voilà. Suite à la notion de vente forcée et de liquidité, il y a une slide pour comprendre qui sont les acheteurs et les vendeurs sur le marché européen au premier semestre de l'année 2023 et pour soutenir notre raisonnement sur le prix de la liquidité. On fait un exercice théorique, il faut voir si de manière empirique ça se vérifie. Et bien, de manière intéressante, on pourra constater qu'on a eu des effets croisés entre les acheteurs et les vendeurs et que la notion de prix de liquidité telle qu'on l'a développée fait tout son sens. Donc, à gauche, on notera que du côté des acheteurs, il y a plus de 18 milliards d'actifs qui ont été acquis par des fonds anglo-saxons, américains ou britanniques. On retrouve des grands noms comme Blackstone, Apollo ou Heinz. Ce sont les mêmes acteurs qui ont dû finalement aussi arbitrer et faire face à des ventes forcées dans certains de leurs fonds, qu'ils soient core ou value-add. Près de 7 milliards d'euros qui ont été acquis par des fonds allemands ou des promoteurs allemands. Les Français ne sont pas en reste, puisqu'on le voit ici, entre les corporates, les véhicules non cotés et les investment managers, les investisseurs sont supérieurs à 8 milliards d'euros. Les transactions corporate en France par LVMH ont associé un ralentissement finalement de la décompression, même si certains ont parlé de transactions marginales, mais ce sont des transactions qui ont associé des volumes importants. À droite, du côté des vendeurs, on retrouve beaucoup de promoteurs, qu'ils soient britanniques, français, allemands ou néerlandais. Le problème est partout le même depuis la hausse des taux. On notera aussi que certaines foncières, côté françaises ou allemandes, comme Vonovia, ont procédé à certains arbitrages. J'ai identifié en jaune le fait qu'AXA, Blackstone ou CBRE Global Investor devaient faire face à ce qu'on appelle des redemptions, des achats, depuis l'année passée. Donc, slide suivante. Voilà. Que nous disent les marchés cotés et autres signaux disponibles? Eh bien, qu'il y a eu de fortes décotes par rapport à la NAV. Elles sont en général de moins 20 à moins 40%. Je ne vais pas insister sur ce point puisque ce n'est pas l'objet de cette présentation. D'un point de vue sectoriel, ce qu'on voit, c'est que les cours boursiers ont tous décroché face, bien entendu, à la hausse du coût de financement depuis mars dernier. Ce que nous montre ce graphique, c'est que les indices EPRA, par les indices EPRA, on a une nouvelle hiérarchie sectorielle qui s'est dessinée. Le secteur industriel en gris semble se stabiliser et il reste perçu comme étant incontournable dans l'allocation d'actifs des investisseurs institutionnels. Il est vrai que finalement, les disruptions et les changements structurels dont on a déjà parlé ensemble, notamment par rapport au New Green Deal européen, aux problématiques de souveraineté nationale, sont favorables au secteur logistique et industriel car ils portent toutes les stratégies de re-ensuring en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens.
On a déjà dû vous circuler d'ailleurs un article sur ce sujet. Le secteur des bureaux en rose a continué à décrocher. Son cours était 40% inférieur à son niveau de 2019, 20% corrigé de l'effet de levier. Le secteur du résidentiel, quant à lui, est identifié par le résidentiel allemand en regard du poids de Vonovia, qui finalement a eu certaines problématiques par rapport aux stratégies d'acquisition qui ont été relativement coûteuses. La baisse des rendements en capital dans le secteur résidentiel, par exemple en Allemagne, elle est de 13% contre 6% en France, selon le benchmark MSCI. Le secteur gagnant de la crise sanitaire. Donc ça, c'est aussi important d'un point de vue structurel lorsqu'on parle d'allocation d'actifs et de stratégie finalement à décliner. Le secteur gagnant de la crise sanitaire a été paradoxalement le secteur de l'hôtellerie européenne qui a été quasi sinistré en mars 2020. Ce secteur se positionne en deuxième position et les cours boursiers corrigés de l'effet de levier sont aujourd'hui inférieurs de 10% par rapport à leur niveau d'avant-crise. Ce sont essentiellement les foncières spécialisées en tourisme de loisirs, en ce qu'on appelle bleisure, donc business and leisure, dont le patrimoine est au centre-ville ou dans les zones touristiques, qui sont finalement les vrais gagnants de cette nouvelle réallocation des investisseurs institutionnels. On le voit par les cours boursiers. Donc les cours de bourse, quand on regarde par type de foncière en particulier et par grands opérateurs, sont de 10% à 30% supérieurs à leur niveau d'avant-crise, hein, ce qu'on ne voit pas par le niveau agrégé ici de l'indice EPRA, tandis que celles qui ont des patrimoines associés à de l'affaire pure dans des no man's land, notamment à côté des aéroports, ont des cours de bourse 60% inférieurs à leur niveau d'avant-crise. Donc il y a bien une fracture au niveau de ce segment, mais il y a bien le fait que les investisseurs institutionnels ont identifié un segment porteur à long terme. Et pourquoi je dis ça? Parce que le secteur, il est aujourd'hui perçu comme beaucoup moins volatile, puisque le télétravail ou travail hybride a été relativement favorable au secteur. Il a permis de lisser les saisonnalités au cours du temps par une croissance du trafic. Le secteur de l'hôtellerie est celui où les opérateurs ont aussi pu transférer les hausses de coûts liées à l'inflation dans les prix de sortie, plus 20% supérieur à le niveau de 2019, je le dis de tête pour la France, avec des RevPAR relativement attractifs. Donc, autrefois considéré comme un secteur de niche, le secteur de l'hôtellerie et l'hospitality d'une manière générale, bon, avec les campings, mais ça c'est une parenthèse, que effectivement, nous, on a eu des très bons résultats sur cette classe d'actifs, devrait être un secteur porteur, finalement, parce qu'il sera perçu comme beaucoup plus classique dans les allocations des investisseurs institutionnels. Et en fait, la dernière étude de MSCI qui date de juillet dernier suggère que 17% des institutionnels français souhaiteraient se positionner sur ce secteur à long terme, et en particulier en France, puisque la France est le premier pays récepteur de voyageurs, donc dans le monde, c'est pas pour rien. Et Fabrice fera un point sur ce marché et ses indicateurs clés, mais je vous renvoie aux publications régulières qu'on a faites depuis juin 2021 sur cette thématique. Et je vais passer à la slide suivante. Voilà, pour dire que suite aux observations associées aux baisses de rendement en capital en moyenne de 15 à plus ou moins 2% de dispersion au premier semestre 2023, à un prix moyen de la liquidité de 15% pour le marché prime en bureau et jusqu'à 35% de la liquidité pour le marché secondaire. Il y a une certaine stabilisation des cours dans le côté qu'on vient d'observer. Donc l'idée, c'est quid de taux de capitalisation en termes d'atterrissage ou de nouveau décollage. Donc la réponse à cette question dépendra bien entendu des taux d'intérêt et surtout de l'inflation sous-jacente qui reste élevée aux États-Unis et en zone euro. C'est la raison pour laquelle la publication des chiffres de l'inflation américaine, et je me rends compte que j'ai fait une coquille, est importante donc demain, c'est non pas le 13 novembre, mais le 13 septembre, aussi pour l'immobilier. À cela s'ajoute la réunion de la Banque centrale européenne, non pas le 14 novembre, mais le 14 septembre, soit jeudi. Ça va nous donner finalement le tunnel appréciable pour les taux de capitalisation. Soit slide suivante. Voilà. Au-delà de ces suggestions, donc les taux américains vont renouer avec leur niveau d'avant-crise financière globale autour d'une zone de trading en moyenne autour de 5%, car l'inflation 2024, elle va encore rester au-dessus de sa cible d'inflation de 2,8 selon nos prévisions. C'est ce qu'on avait dit il y a plus d'un an, donc c'est plutôt pas mal pour nous, on ne s'était pas trompé. Et finalement, les taux américains vont tirer les taux dans la zone euro. D'une manière générale, la combinaison de taux élevés et d'un nouveau ralentissement, bien entendu, pourrait peser sur l'IMO et en particulier sur certaines structures à effet de levier, ce qui est synonyme d'opportunité et ce qui veut dire que les stratégies à décliner seront à la fois sur les méga tendances, mais aussi sur l'hyper-sélectivité en termes sectoriels et géographiques.
Et je vais passer la slide suivante, que je laisserai à votre sagacité, sur le fait que les cibles moyennes en ce qui concerne les investisseurs européens sont inférieures aux cibles actuelles, alors qu'elles sont supérieures pour les Américains et Asiatiques. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de dry powder du côté anglo-saxon, mais aussi du côté des fonds souverains asiatiques. Et je ne commenterai pas la dernière slide sur les données plus structurelles. Je voulais avoir une autre appréhension, mais je pense que j'ai largement dépassé mon temps. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Fabrice. Merci beaucoup, Béatrice, c'est toujours super clair. Donc, moi, je vais vous faire ma présentation, mon point marché, et je vais essayer de découper ça en deux cycles auxquels nous faisons face en même temps. Le premier cycle, ça va être justement ce dont parlait Béatrice, c'est les ajustements de prix liés à cette hausse de l'inflation et cette hausse de taux inédite que nous avons connue sur ces 2 dernières années. Et après, je voudrais isoler aussi les facteurs long terme de mutation structurelle du secteur et vous décliner notre stratégie que nous mettons en place face à ces mutations-là, basée sur les éléments de recherche que produit Béatrice. Donc, première slide, si on regarde, alors, donc, là, on va reprendre un peu, c'est des graphiques, mais qui reprennent un peu certaines idées déjà évoquées par Béatrice. Premièrement, donc, quand on regarde ce qui est pricé par les marchés cotés, par les foncières cotées, dont on voit que déjà en 2008, il y avait eu une anticipation de la hausse des taux. On le voit qu'aujourd'hui, quand on regarde le prime, c'est le graphique de droite, hein, tel qu'il est pricé implicitement à Paris, alors qu'on était à 2,75 courant 2021, aujourd'hui, les valorisations pointent sur un taux implicite légèrement en dessous des 4%. Et vous voyez que ben voilà, les taux après, les taux prime tels que pratiqués sur le marché direct, ben, s'ajustent petit à petit aussi dans cette direction. Slide d'après, si on refait un point là sur les primes de risque, j'aime bien vous montrer à la fois la prime de risque versus les taux nominaux et aussi versus les taux réels. Donc on voit que nous avions une prime de risque qui avait été, même versus les taux nominaux, relativement généreuse ces dernières années. Cette hausse assez forte, hein, des taux 10 ans, a été au début, c'est-à-dire le marché immobilier a pu l'encaisser, j'allais dire, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce graphique-là, on se dit: «Ouh là là, c'est vraiment pas joli». C'est-à-dire que pour revenir à la moyenne, il faudrait une hausse de 150 points de base de taux versus des taux qu'on a déjà à 3,75 %. Donc ça, c'est déjà une première information. Néanmoins, si on n'oublie pas que cette hausse des taux est principalement liée à l'inflation et que nos taux immobiliers sont des taux réels, donc indexés, regardons ce qui se passe par rapport justement aux taux réels. Donc slide suivante, et là on voit que le graphique et le schéma est un peu différent. Pour le coup, on voit que là aussi nous avions des primes qui étaient relativement généreuses avant cette hausse des taux. Néanmoins, aujourd'hui, si on devait revenir vers une moyenne historique, on doit avoir quelque chose, hein, comme entre une quarantaine, cinquantaine de points de base de hausse de taux encore à faire. Donc ça, c'est sur les taux prime. Donc voilà, donc ça c'était un peu ces deux points que je voulais voir avec vous. Si on passe sur les slides suivantes maintenant, on peut regarder un peu ce qui se passe marché par marché. Et premièrement, un point sur la liquidité du marché. Vous voyez que ce que nous sommes en train de vivre est un épisode qui est relativement inédit en termes de liquidité, qui s'est complètement asséché. Il n'y a plus de transactions, quasiment plus, et c'est vrai sur tous les marchés, avec des baisses au Q1 year on year, hein, de moins 60%. Et quand on traite en 12 mois glissants, on est entre moins 30 et moins 40%. Donc nous sommes même dans des baisses de volume plus importantes que lors de la fermeture du marché liée au premier confinement. Cela s'explique, comme l'a indiqué Béatrice, par aujourd'hui une forte volatilité sur les taux et aujourd'hui une difficulté sur les agents économiques à mettre un prix entre des acheteurs et des vendeurs. Le bid-ask est relativement élevé, on n'arrive pas encore à se rejoindre. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, comme l'a aussi indiqué Béatrice, il va falloir faire attention entre ce qui se passait sur les fonds grand public, qui aujourd'hui
ont cessé de collecter, vont commencer à faire face à des rachats. Et comment gérer ces rachats dans un marché dont la liquidité a été asséchée. Donc ça, c'était le point sur le marché. Deuxième, sur la liquidité. Si on regarde maintenant le point sur les taux de capitalisation. Donc ce que l'on voit là aujourd'hui, voilà, sur les taux prime, les taux sont tous repartis de façon synchronisée à la hausse sur le bureau, avec aujourd'hui des hausses qui sont d'entre 100 et 120 points de base, et voir comment cela va se positionner d'ici la fin de l'année. Quand on discute aujourd'hui avec les fournisseurs de données, hein, type CBRE, Cushman, etc., ils nous indiquent déjà travailler sur des taux prime à Paris entre 4 et 4,10 d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur la logistique qui a corrigé beaucoup plus vite, notamment regardez au UK. Et au UK, aujourd'hui, les taux ont quasiment pris 200 points de base de hausse, hein, sur la logistique. Et ce que l'on voit, ce que l'on constate sur le marché, c'est une stabilisation de ces taux-là, voire une légère baisse des taux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché a suffisamment corrigé, l'offre et la demande se rencontrent et on revoit la liquidité arriver sur le marché. Et ce sont ces deux secteurs qui, en termes de taux, ont le plus corrigé. Quand on va regarder les trois autres secteurs suivants, là, on voit une situation qui est un peu différente. La santé a corrigé, mais dans une moindre mesure, s'expliquant là, néanmoins alors que c'est un secteur, on le verra après, qui fait face à des challenges de long terme, hein, néanmoins, le play démographique a vraiment joué son élément, et on est en train de voir un ajustement, mais pas aussi fort que sur les deux premières classes d'actifs. L'hôtellerie, alors là, on ne raisonne pas par taux, mais je vous ai montré nos chiffres. On raisonne prix à la clé, où là, en fait, le prix à la clé, le secteur avait souffert lors du premier confinement. On avait vu des baisses, hein, entre 2019 et 2020, et depuis, on voit une légère rebond qui s'explique on en verra plus tard, hein, et ce dont expliquait aussi Béatrice, par une bonne tenue, une bonne santé de ce secteur-là. Et enfin, sur les commerces qui avaient beaucoup souffert auparavant pour des raisons structurelles, qui aujourd'hui souffrent moins en raison déjà de ces niveaux de taux-là. Si on maintenant regarde sur un point sur la dette immobilière. La dette immobilière, vous voyez, donc on a deux schémas, hein, qui sont l'exposition du commercial real estate loan, hein, donc c'est tout ce qui est les prêts sur l'immobilier tertiaire. Vous voyez que la France, l'Espagne, le UK ont malgré tout des pourcentages de taux de loan relativement faibles par rapport au stock total, ce qui est moins vrai pour l'Allemagne. Et alors, on a un peu différentes informations sur ce graphique, mais voilà, néanmoins, attention à l'Allemagne avec aujourd'hui un vrai sujet d'attention que l'on doit avoir par rapport au précédent retournement de 2008. En 2008, sur les stocks de dette, en fait, notre sujet principal était un sujet de gestion du loan to value, c'est-à-dire qu'il y avait une baisse des valeurs. Donc, quand on avait dans notre documentation bancaire des sujets de loan to value, on pouvait les gérer avec la banque en demandant ce qu'on appelle les waivers. Donc ça, c'était un sujet, mais qui était, j'allais dire, gérable. Aujourd'hui, j'allais dire, sur toutes les dettes qui ont été mises en place ces dernières années sur des valeurs élevées d'actifs, mais surtout avec des taux plutôt faibles, hein. Je veux dire, on a pu contracter des taux à 7 ans aux alentours all-in, hein, entre 1 et 1,5%. On l'a vu aujourd'hui, quand ces dettes vont arriver à renégociation, bien sûr, il y a un sujet de loan to value qu'on est quand même capable de gérer. Néanmoins, on va savoir, là pour le coup, un vrai sujet de ICR, donc de couverture de nos ratios d'intérêt, puisque les taux, mécaniquement, vont passer de 1,5 à 5. Et là, pour le coup, c'est quand vous aviez beaucoup de leviers, quasiment une bonne partie du cash flow généré par l'actif va partir dans le remboursement des intérêts.
Ce qui va, du coup, du point de vue du sponsor, hein, lui faire vraiment se poser la question de dois-je, en fait, rendre les clés de l'actif à la banque ou pas, si mon equity ne verra plus de cash flow. Donc aujourd'hui, là, c'est un élément vraiment d'attention à voir et qui va créer des opportunités puisque ces actifs vont revenir sur le marché vraisemblablement, ce qui n'avait été pas le cas en 2008. Si on passe maintenant sur les slides suivantes, on va évoquer donc moins ce facteur, j'allais dire conjoncturel d'ajustement du prix, mais on va regarder ensemble les éléments structurels de long terme et notre stratégie d'investissement. Sur les, alors il faut que je fasse vite parce que j'ai 10 minutes pour gérer tous les secteurs, même pas. Sur les éléments bureaux, la thématique du télétravail est toujours présente. Même si on voit certaines entreprises qui commencent à en revenir, non pas pour des raisons de productivité, mais au bout de 3 ans, elles se rendent compte sur des problèmes de créativité. Néanmoins, on peut estimer que 1 à 2 jours de télétravail sont en train de s'installer durablement. Et cet élément-là fait ce que je nomme, moi, pour les bureaux, il y a besoin de moins d'espace pour les corporates, mais plus de centralité. Et donc aujourd'hui, on voit clairement, et ça on l'observe dans toutes les métropoles, une vraie dichotomie entre des actifs de périphérie, mal desservis, peu performants d'un point de vue énergétique et dont la mixité aussi qui est recherchée, c'est-à-dire avoir des services, ce qu'on appelle des amenities en anglais tout autour, est relativement faible, versus l'attractivité de certaines zones proches périphéries, voire des centres des principales métropoles. Et donc là, aujourd'hui, la stratégie d'investissement est vraiment de se focaliser sur le marché des bureaux prime. Vous voyez, par exemple, hein, les loyers dans le West End, on voit les loyers dans Paris QCA aujourd'hui qui sont orientés à la hausse parce que le stock est faible et la demande est importante, ce qui n'est pas le cas pour d'autres secteurs de bureaux. Donc le bureau ne doit pas être considéré comme un tout homogène, mais vraiment aujourd'hui, encore plus qu'avant, il faut vraiment être différenciant et sélectionner les opportunités, principalement sur ces critères-là. Et on voit, c'est le cas aussi sur l'évolution des taux de vacances. Si on passe après au secteur suivant, qui est sur le commerce. Alors le commerce, on a déjà parlé un peu du désamour des investisseurs et aussi des éléments, je vais aller dire, de difficulté du commerce physique versus le, le commerce, j'allais dire, en ligne, hein, qui étaient ces éléments-là. Là, ce que l'on voit aujourd'hui, et là, une vraie, véritable cassure, hein, c'est depuis 2002, vous voyez le graphique en bas à gauche, ce sont la baisse de la tendance des ventes globales du secteur. C'est ce qu'on appelle vraiment, on commence à voir réellement les éléments de déconsommation. Ces éléments de déconsommation sont, sont liés vraiment notamment par le choc inflationniste que les ménages ont eu à subir. Donc cela ne se traduit pas par aujourd'hui par ces éléments de loyer prime, hein, puisque là on parle des principales artères qui sont, j'allais dire, plutôt basées sur le luxe. Néanmoins, les loyers de commerce, j'allais dire moyens, sont orientés à la baisse. Donc là aujourd'hui, ces difficultés du commerce, on n'en voit pas, encore la sortie, à part effectivement certaines zones prime en pied d'immeuble et certaines zones, j'allais dire, un peu low cost et qui permettent de produire de l'immobilier relativement peu cher. Mais ce dont on parle sont les boîtes commerciales. Et vous voyez que notamment en France aujourd'hui, on commence à voir un certain retour sur ce qui constitue la France moche. Donc, mais néanmoins, les retail parks aujourd'hui sont les éléments qui fonctionnent. Donc, si on passe sur le secteur justement de la logistique, pardon, de l'hôtellerie, donc quels sont les impacts de ce shift du commerce sur deux secteurs que sont l'hôtellerie et la logistique? Sur l'impact sur le secteur de l'hôtellerie, c'est qu'on voit une véritable tendance de fond qui est de dire je vais moins consommer.
de biens, mais je vais plus consommer d'expérience. Et aujourd'hui, le secteur qui est à même d'apporter cette expérience-là, c'est l'hôtellerie, au sens large, hein. Donc et avec aujourd'hui notre stratégie est de se focaliser sur les actifs. Donc là, on se base vraiment sur les réflexions de Béatrice, hein. C'est les actifs qui apportent un bon mix entre loisirs et business. Et donc aujourd'hui, on avait déjà... donc voilà, donc on va plutôt parler d'actifs de centre-ville ou sur des zones touristiques établies fortement ou sur des stratégies type hôtellerie de plein air. Quand on revoit aujourd'hui, hein, le marché de l'hôtellerie est en fort rebond, aussi bien en taux d'occupation, et on voit aujourd'hui en RevPAR des niveaux, en particulier pour des villes comme Paris, où on est revenu au-dessus des niveaux de 2019. Certaines villes, notamment en Allemagne, qui elles ont quand même sont plus connotées business, ont mis plus de temps à redémarrer, notamment en raison voilà, du télétravail qui nécessite moins de déplacements. Concernant le secteur de la logistique, qui lui bénéficie de cette tendance long terme du shift vers le commerce en ligne, du commerce physique. Néanmoins, ce que je disais, attention à la baisse, j'allais dire, de l'activité globale sur le commerce. Ce que l'on voit néanmoins, et vous le voyez, c'est le graphique en haut à droite, c'est l'effondrement de tout ce qui est aujourd'hui de l'activité de construction dans le secteur-là. Donc on voit que, et à gauche, on voit néanmoins les valeurs locatives qui continuent à croître. Donc ce secteur nous paraît intéressant parce qu'on a une conjonction à la fois d'une hausse des taux, hein, assez forte, donc on retrouve une rentabilité intéressante, et en même temps, on n'est pas du tout sur un secteur qui est en développement spéculatif. Aujourd'hui, sortir en entrepôt est très compliqué. Aujourd'hui, d'autant plus qu'on a aussi une piste qui nous paraît, un secteur qui nous paraît vraiment intéressant, c'est ce qu'on va appeler la logistique vraiment du dernier kilomètre, avec une anarchie aujourd'hui totale au niveau des grandes métropoles, avec des gros camions qui livrent à peu n'importe quelle heure de la journée. Donc voilà, aujourd'hui, si on est capable d'apporter des solutions aussi bien aux autorités locales, mais aussi aux logisticiens, qui leur permettent de livrer sur des horaires, par exemple la nuit, et après de pouvoir faire des livraisons avec des petites unités électriques en mobilité douce, livrer lors de la journée les commerçants, c'est une stratégie qui nous paraît gagnante. Donc voilà sur le secteur de la logistique. Si je vais après, dernière slide, s'il te plaît. Alors j'ai pas de slide, mais je voulais vous évoquer deux sujets. Le secteur de la santé avec un play démographique toujours, toujours très fort. Néanmoins, il y a un vrai challenge aujourd'hui au niveau notamment des EHPAD qui se tient compte sur deux éléments, c'est-à-dire que, un, ils font face à une forte hausse de leurs coûts opérationnels, notamment sur l'énergie. Et deuxièmement, une forte hausse du coût de la main-d'œuvre et avec une forte pression pour en plus staffer beaucoup plus les équipes. Donc aujourd'hui, c'est un secteur intéressant, attractif, qui nécessite néanmoins encore plus d'analyse, j'allais dire, au cas par cas de l'opérateur et de la façon dont il travaille sur l'actif. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième sujet qui est sur le logement, sur lequel, et là je vais faire plutôt un zoom sur la France, parce que ce que je vous disais par exemple sur la santé est particulièrement vrai partout en Europe, hein, en Allemagne, en France, et en Allemagne notamment sur tout ce qui est coût énergétique. Sur le logement, je vais plutôt faire un zoom sur la France, où aujourd'hui, on fait face à une vraie crise du logement. Cette crise du logement s'explique par des facteurs, j'allais dire conjoncturels, la forte hausse des taux qui font qu'aujourd'hui les investisseurs ne sont plus là et n'achètent plus en VFA, mais aussi par des éléments structurels qui ont été mis en place et qui vont prendre beaucoup de temps à se résorber. Ces éléments structurels, c'est qu'on a vu dans les grandes métropoles des changements de majorité en 2020 et avec des municipalités qui sont maintenant plutôt rétives face à la construction en général et notamment la construction de logements neufs.
Deuxième élément, donc là, donc beaucoup de maires ont cessé de construire, hein, donc ça se traduit aujourd'hui, on le voit, par l'effondrement des permis de construire. Deuxièmement, la suppression de la taxe d'habitation, qui fait que pour les maires qui étaient encore volontaires pour construire dans leur commune, ils doivent mettre en place des infrastructures, des écoles, des crèches, etc. Aujourd'hui, ils n'ont plus de taxe d'habitation en face. Donc, ils n'ont plus de revenus face à leurs dépenses. Donc là aussi, ces maires-là refusent et ont vraiment mis de frein sur les constructions. Troisième élément, la volonté de rendre inlouables les appartements de classe F et G. On peut se dire que ça commence à partir de 2025, mais aujourd'hui, les opérateurs, les agents économiques commencent à anticiper ça. Je rappelle qu'à Paris, c'est 31% des appartements qui sont F et G. Donc là aussi, on voit des éléments qui militent, voilà, pour créer une pénurie de logements, aussi bien dans la construction, dans l'acquisition, et qui aujourd'hui, comme les gens ne bougent plus, se traduit par une pénurie sur le logement locatif, qui est elle-même accentuée, et ça j'en discute avec un de nos opérateurs étudiants, qui a 18 000 lots, qui, début septembre, avait 50 lots vacants. Notamment, l'explication, c'est Parcoursup. C'est le logiciel qui, un étudiant à Toulouse l'envoie à Lille, alors qu'avant, il aurait pu trouver proche de chez lui, et qui envoie, voilà, l'étudiant de Lille à Rennes. Donc aujourd'hui, on a une véritable pénurie sur du logement, sur la production de logements neufs, et globalement sur le marché locatif. Et le temps de remettre tout ça en route va prendre beaucoup de temps. Donc là, notre stratégie sur le logement, c'est on pourrait se dire, bah écoutez, ça c'est intéressant, prenons du logement, j'allais dire notamment du logement libre, mais il arrive j'allais dire, d'autres facteurs qui sont le cap des loyers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, plafonnement des loyers, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monter les loyers comme on le souhaite. On a eu un cap sur l'indexation, sur l'inflation. Vous savez que sur le logement libre, elle est limitée à 3,5%. Alors que justement, quand on vient sur l'immobilier, c'est bien parce que c'est des éléments, des actifs qui nous protègent contre l'inflation. Donc, ces éléments-là militent aussi, détournent les investisseurs institutionnels de long terme de cette classe d'actifs-là. Et cette crise du logement va aussi sans doute engendrer, j'allais dire, des réactions politiques qui seront pas forcément favorables envers les propriétaires. Donc la stratégie pour nous sur le logement est vraiment, j'allais dire, d'aller sur cette classe d'actifs dont on sait qu'on a besoin de construire, si on peut apporter, mais comment éviter ces écueils-là. Et là, on est plutôt sur une stratégie d'aller ce qu'on appelle sur le logement alternatif, que ce soit l'étudiant, que ce soit sur du co-living, que ce soit sur ce qu'on appelle du build to rent, où c'est du logement classique, mais on est capable d'apporter des services. Et là, on va à la fois répondre j'allais dire, aux attentes des investisseurs et en même temps aux attentes des locataires dans la production de nouveaux logements qu'ils attendent de façon assez impatiente. Donc voilà, j'ai terminé sur mon point et je te passe la parole, Christelle, pour les questions. Merci beaucoup Fabrice. Merci aussi Béatrice pour vos interventions tous les deux très claires comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc il nous reste quelques minutes comme prévu pour les questions. Je n'en vois pas dans le chat, mais n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez le faire à haute voix. Alors c'est vrai que c'était assez dense, il y a beaucoup d'informations à emmagasiner. Si je regarde, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions aujourd'hui, vous en aurez peut-être après. Donc évidemment, que ce soit Annabelle, Morgane ou moi, on est à votre disposition pour échanger et aller approfondir ensemble certains sujets qui vous auront plus particulièrement captivés ou qui sont de plus grands intérêts pour vous. Je laisse quelques minutes encore. Je vois une main. Mais c'est la mienne, C'est Christelle. Béatrice. Non, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'avait dit Fabrice, notamment sur le stock de dettes, voilà, par grand pays, etc. En fait, et les problématiques en termes d'ICR. Il faut bien imaginer qu'il y a effectivement ce mur de la dette qui arrive,
mais qu'il y a des fonds qui ont procédé finalement, non pas à des ventes forcées, mais quasi assimilées, notamment des fonds pan-européens en Allemagne, au regard de ces problématiques de dette. Donc en fait, comme ils ont anticipé les choses, ils ont préféré vendre peut-être en 2023 plutôt qu'en 2024 où la décote aurait été plus importante par rapport au fait qu'ils auraient été dos au mur. Donc ce graphique-là est aussi finalement à mettre en relation avec le graphique sur les flux croisés des investisseurs entre les acheteurs et les vendeurs et ce que j'avais dit moi sur la structure du passif. Voilà, juste une petite parenthèse. Très bonne remarque, merci Béatrice. Mais sur ce sujet, aujourd'hui, on voit il y a quand même aussi beaucoup de fonds mezzanine ou de récap equity aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui se mettent en place pour éviter d'arriver à ce cas extrême. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation et de nouveau aux intervenants pour vos brillantes interventions. On est à votre disposition et on vous dit à très bientôt. Très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci Christelle. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.